Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Ces derniers temps, j'ai pas mal parlé des glaciers et je me dis que ce serait intéressant de nous attarder un peu plus directement sur leur impact sur la géologie en discutant des paysages qu'ils créent autour d'eux. Commençons par le commencement, l'érosion. Un glacier n'est pas fixe, c'est une rivière de glace qui s'écoule lentement. La glace dure vient alors frotter contre la roche, arrachant de la matière. Ce processus façonne notamment les vallées glaciaires, reconnaissables à leurs parois abruptes. On les appelle des vallées en auge ou des vallées en U. Elles ont laissé de très nombreux paysages à travers le monde, et notamment en Europe. Les vallées alpines, des plateaux séparés par des gorges profondes, les vallées qui tailladent l'ancien stratovolcan Cantal, jadis le plus grand stratovolcan d'Europe, j'en ai déjà parlé, mais aussi les célèbres fjords norvégiens et les lochs écossais, qui sont en fait des vallées glaciaires inondées, avec donc un résultat un peu similaire à celui de la vallée du Rhône dont j'ai parlé, sauf qu'ici le processus de formation est différent. Les glaciers, de par leur nature solide, ont aussi la capacité de transporter des blocs de roches plus grands qu'ils redéposeront plus loin, parfois dans un environnement complètement différent, comme un bloc de gneiss abandonné sur la bordure d'une vallée calcaire. On appelle ces fragments des roches erratiques, et elles peuvent peser des tonnes. Mais ne vous laissez pas avoir. La grande majorité des roches transportées par les glaciers le sont sous une autre forme. La glace est un matériau dur capable de littéralement raboter les roches contre lesquelles elle frotte. Cela produit beaucoup de petits éclats et de poussière qu'on appelle la moraine. Le glacier va transporter ces roches broyées à la fois en lui, emprisonnées dans la glace, sur lui, sous forme d'éclats éparpillés à sa surface, et sous lui, créant un tapis entre lui et la roche. Ce tapis grumeleux, qu'on appelle les moraines basales et latérales, va tapisser le fond et les flancs du glacier, créant ainsi une surface plane sur laquelle le glacier va se déplacer. Quand le glacier stagne dans un point pendant longtemps, il va aussi accumuler devant lui une importante quantité de moraine qu'il apporte là en se déplaçant et abandonne en fondant, formant un relief qui s'étend sur toute la longueur du front de glace. On appelle cela la moraine frontale. Mais, tôt ou tard, le glacier fond révélant d'autres structures qu'il dissimulait jusqu'alors. Dans certains endroits, un relief résistant à l'érosion mais de petite dimension est à l'affleurement. Une petite colline ou des roches dures qui se trouvaient là. Le glacier va progressivement les éroder, mais il n'y arrivera pas complètement. Et comme la glace est bien moins déformable que l'eau, le glacier ne va pas épouser la forme du rocher, il va laisser un vide. De la moraine va ensuite venir s'accumuler dans ce vide. Une fois que le glacier a disparu, il restera une accumulation de moraine en forme de pointe de flèche, construite sur une structure plus ou moins dure située en son cœur. On appelle ça un drumlin. Dans d'autres endroits, l'eau issue de la fonte creuse des galeries à travers le glacier jusqu'à atteindre le fond où elle circule dans des grottes de glace jusqu'à la sortie en véritable fleuve caché sous les glaces. Dans sa descente, elle transporte avec elle des poussières et des roches qui étaient prisonnières des glaces. Elle commence ensuite à les déposer comme n'importe quel fleuve le ferait dans son lit, mais confiné dans l'espace de la grotte de glace. Cela formera une longue accumulation linéaire qui peut s'étirer sur des centaines de kilomètres et qui se termine souvent par un éventail. Cet éventail correspond au moment où la rivière sous-glaciaire jaillit enfin à l'extérieur au bout du glacier et peut s'étaler librement, étalant au passage sa charge sédimentaire. On appelle ça un esquerre. Une dernière grande famille de structures sédimentaires qu'on retrouve dans les plaines post-glaciaires est celle des cames. Ici, il s'agit d'un creux situé sur le glacier, par exemple une crevasse ou une structure de fonte, et où d'importants volumes de moraine sont venus s'accumuler. Ils ont été piégés progressivement en une lentille de roche et de poussière, plus ou moins cimentée par la glace. Quand la lentille atteint l'extrémité du glacier et fond, elle dépose sa charge sédimentaire en un tas de moraine. C'est ça un came le plus souvent, une accumulation plus ou moins circulaire d'une quantité de moraine tombée depuis le glacier en train de fondre. Quand le glacier circule dans une vallée, il rejette aussi de la moraine sur ses flancs. Cette matière s'accumule en une terrasse sur le flanc de la vallée, coincée entre la glace et la paroi, qu'on appelle la moraine latérale. Et quand le glacier disparaît, plus rien ne retient cette moraine latérale qui commence alors à s'effondrer dans la vallée, et on parle alors des cames de vallée. Plus généralement,
les glaciers renforcent les reliefs autant qu'ils les érodent. Les glaciers creusent des vallées très abruptes dont les parois commenceraient à s'effondrer si une énorme masse de glace n'occupait pas l'espace vide dans la vallée, les forçant à rester en place. De plus, l'eau gèle aussi à l'intérieur des fractures des roches, cimentant les blocs entre eux. Quand la glace s'en va, il n'y a plus rien pour immobiliser les roches et leurs fractures. Il est donc alors fréquent de voir les pentes des anciennes vallées glaciaires se déstabiliser et s'effondrer. La majorité des grandes instabilités de pente des massifs montagneux français se sont formées ainsi, et de nouveaux se formeront probablement avec le changement climatique actuel, puisque celui-ci fait fondre les dernières glaces d'altitude d'Europe. Et justement, quand la glace fond, elle se change en eau, et cette eau qui s'écoule du glacier emporte avec elle une partie des sédiments que le glacier avait transportés jusque-là, la poussière et les petits cailloux. Les gros cailloux, à moins d'une catastrophe, ne pourront pas être transportés par l'eau liquide tout simplement parce que elle n'a pas la capacité de port de charge de la glace qui est bien plus solide qu'elle. Mais rien que ces portions transportables par l'eau liquide représentent des volumes importants, et même énormes quand on parle d'un glacier qui peut recouvrir une portion significative d'un continent. Comme la rivière transporte beaucoup trop de sédiments, ceux-ci forment énormément de bancs de sable et même d'îlots dans le lit de la rivière. La rivière va donc devoir circuler en un ensemble de petits filets relativement peu profonds entre ces bancs de sable. C'est ce qu'on appelle une rivière en tresse. Mais, comme l'eau du glacier qui continue sa route, l'histoire des sédiments glaciaires ne s'arrête pas à la fin du glacier. Elle se poursuit bien au-delà, alors que ces sédiments, emportés au loin, y façonnent encore d'autres structures qui finiront même par influencer le développement de nos sociétés jusqu'à nos jours, des millénaires après la fin de la période glaciaire qui les a vus naître. Ce que nous avons vu ici n'est que le début de l'histoire. Mais la suite, je le crains, sera pour une autre fois. Au revoir, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.